Oui, on parle de DGF. Effectivement, nous, on est satisfaits au niveau de la ville de Saran que la DGF ne bouge pas, puisque de toute façon, nous, elle est à zéro. On a perdu 2 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions de moins chaque année sur notre budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre débat d'orientation budgétaire se situe dans un contexte inédit, ça a été dit à plusieurs reprises. Au-delà de la gravité de la crise sanitaire que nous vivons avec la pandémie liée à la Covid-19, c'est une crise économique, sociale et humaine qui nous touche aujourd'hui. Cette crise a été gérée à coup de communication contradictoire et délirante du gouvernement. Dès le début, comme la France n'était pas en capacité de fournir des masques à la population, les spécialistes et les médias justifiaient de leur inefficacité pour les rendre obligatoires ensuite. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau confinés et la crise va s'amplifier. La pandémie de coronavirus constitue la preuve manifeste de l'échec du modèle économique et social dominant. En raison de la politique d'austérité menée au travers de la privatisation des services publics, les systèmes de soins de santé ne sont pas en mesure de répondre aux besoins publics pendant cette pandémie. C'est la raison des périodes de confinement que nous subissons pour la seconde fois. Et les annonces du Ségur de la santé sont bien loin de faire le compte. Les déconfinements ne veulent pas dire que la pandémie recule, mais signifient que nous avons des places libres en réanimation. Certes, l'économie est fortement touchée, certaines entreprises comme les plus petites et les commerces de proximité risquent de disparaître. L'UNEDIC d'ailleurs prévoit la suppression de 900 000 emplois d'ici la fin 2020 et cela représente 1 million de chômeurs supplémentaires. À cela s'ajoute le chantage à l'emploi, l'allongement du temps de travail, la baisse des salaires, la remise en cause des droits des salariés et leurs acquis sociaux. Avec cette pandémie, la catastrophe sociale est bien réelle et le grand patronat n'hésite pas à s'en servir pour justifier ses plans de licenciement, et ce grâce au soutien du gouvernement et à ses choix économiques, comme chez Delpharma à la source par exemple. Des grands groupes comme Bridgestone profitent de cette crise sanitaire pour accélérer les restructurations décidées de longue date en dépit des milliards d'aides publiques. Je me permets de m'écarter un court instant de ce débat d'orientation, quoique ce n'est pas tellement un écart, car ni notre département ni la métropole ne sont épargnés par les menaces de suppression d'emplois. Aujourd'hui, dans le quartier de la Source, où nous sommes d'ailleurs, les salariés de Sandvik Comoran se mobilisent suite aux annonces de 81 suppressions d'emplois. C'est 81 emplois sacrifiés, 81 familles plongées dans des difficultés car le groupe mondial d'ingénierie industrielle spécialisé dans l'outillage et les marchés de l'automobile et de l'aéronautique l'a décidé. Ce groupe se targue pourtant d'être l'un des leaders mondiaux, d'avoir réalisé des résultats financiers records ces 3 dernières années. Sauf que ce groupe est aux mains des fonds de pension américains qui ont organisé cette casse industrielle, qui ont démantelé l'entreprise, ont délocalisé parce qu'ils n'en ont que faire des territoires, nos territoires, des hommes et des femmes qui y travaillent. Au nom de toujours plus de profits et de dividendes, ce sont 242 emplois liquidés dans notre région en seulement 2 ans, alors que cette entreprise a doublé ses bénéfices en seulement 4 ans. Hier, une nouvelle audience avait lieu au tribunal d'Orléans concernant l'avenir des salariés de Duralex à la chapelle Saint-Mémin et de ses 248 salariés. Rappelons qu'ils étaient 1400 dans les années 70. On le sait que le verre, c'est l'avenir. Il doit être soutenu. C'est un matériau de qualité, on le sait. Un verre de très grande résistance. Et surtout, c'est une empreinte carbone basse. Et c'est quand même à prendre en compte. C'est une véritable alternative au plastique. Je pense que tout le monde en est bien conscient. C'est également un secteur fort potentiel de développement et de recherche qui permet de développer les emplois et le savoir-faire et les formations. Des propositions sont portées par les salariés, par leur organisation syndicale, pour pérenniser à la fois l'industrie, mais évidemment l'emploi, pour améliorer les conditions de travail. Et ils doivent être écoutés, ils doivent être associés. Donc, combien de crédits d'impôt compétitivité emploi touchés par ces 2 entreprises? Combien pour les crédits impôt recherche? Combien d'aides financières ces 10 dernières années ont été versées par la région, le département et la métropole à ces entreprises?
Nous demandons que pour ces deux entreprises, la métropole apporte son soutien aux salariés mobilisés et intervienne auprès du préfet et de l'État, car nous ne pouvons pas accepter que l'argent public subventionne les licenciements. 60 milliards d'euros versés aux actionnaires en 2019, je le rappelle, par les entreprises du CAC 40, 90 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales patronales et cadeaux fiscaux en tout genre par an aux grandes entreprises. Et pourtant, le plan de relance économique annoncé par le gouvernement, c'est 100 milliards d'euros qui seront versés par l'État aux entreprises, sans contrepartie aucune, alors qu'il pourrait à minima interdire les rémunérations des actionnaires. Et pour rappel, la suppression de l'ISF fait perdre environ 3 milliards d'euros par an à l'État. Le plan de relance appelé France Relance, d'un montant de 100 milliards d'euros, ça fait figure de proue, bien sûr, du projet de loi de finances 2021. Par contre, le gouvernement n'a rien prévu pour la population, pour qui la crise de la Covid-19 va plonger dans la misère des milliers de familles, en dehors des dispositifs publics de soutien comme l'indemnisation de chômage partiel et les arrêts maladie. Selon la dernière étude du Secours populaire, c'est 1 million de Français que la crise sanitaire va basculer dans la pauvreté, qui s'ajoute bien sûr aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté. Heureusement, bon nombre de collectivités locales, et vous en avez témoigné encore tout à l'heure, ont su réagir, comme à leur habitude, pour accompagner les populations, les aides alimentaires, les bons d'achat, fournissant les masques. Des communes bien dans leur rôle d'amortisseur social, mais que le gouvernement n'a pas décidé d'accompagner financièrement, par exemple en redonnant de la DGF. La crise de la Covid rappelle la mission primordiale de la protection sociale pour le fonctionnement de la société. Or, vous l'avez remarqué, c'est la sécurité sociale qui encaisse une large part du choc. De multiples dépenses indues lui sont imputées, des mesures économiques de solidarité et les décisions gouvernementales auraient dû être financées par l'État et non ponctionnées sur celui de la sécurité sociale. Par conséquent, le déficit de la sécurité sociale ainsi à nouveau artificiellement creusé pour atteindre 45 milliards. Parmi les principales mesures à retenir pour les finances locales, des dispositions du projet de loi 2021, il y a la suppression de la part régionale de la VAE et la réduction par deux de la taxe foncière de l'industrie. Les collectivités locales devront être vigilantes sur les modalités de compensation, puisque on n'est pas sûr jusqu'au bout. Le projet de loi de finances 2021 engage également plusieurs réformes fiscales touchant en particulier la taxe d'aménagement et la taxe locale sur l'électricité. Dans l'introduction au débat d'orientation budgétaire de la métropole, nous pouvons prendre la mesure de l'impact de la pandémie sur le budget. Nous pouvons sentir une réelle prise de conscience d'un financement difficile et de l'ambitieux projet métropolitain, fragilisant les équilibres financiers, en augmentant lourdement notre endettement et sur lequel nous alertons depuis plusieurs années. Il est également précisé que le budget 2021 sera un budget de transition. Nous en prenons acte. Cependant, nous ne pouvons accepter, malgré une argumentation fallacieuse, d'une juste contribution des ménages, que la taxe foncière sur les propriétés bâties soit augmentée. Monsieur le Président, vous nous annoncez une neutralité pour une grande partie de la population. Or, ce n'est pas possible à partir du moment où l'on compare des recettes relevant de taux de taxes, comme les ordures ménagères, de redevances pour l'assainissement et d'impôts local, qui est une contribution directe, qui ne sont pas comparables. Une taxe est un prélèvement financier qui est obligatoire pour tous, que le service soit rendu ou non aux contribuables. Ainsi, la taxe des ordures ménagères touche tous les contribuables à la taxe foncière du bâti, mais elle est répercutable auprès des locataires. Son taux est décidé par l'exécutif, mais les recettes de cette taxe sont évidemment dans le budget annexe. La baisse de la TEOM peut donc avantager tous les habitants de la métropole, qu'ils soient propriétaires ou pas, qu'ils aient ou non de gros revenus. La redevance assainissement est assise, elle, sur la consommation d'eau potable de chaque usager. Si son prix au mètre cube consommé diminue, cela bénéficie à tous les consommateurs d'eau potable,
la diminution du prix de l'assainissement favorisera surtout les propriétaires de jardins et les industriels, car moins elle est chère et plus les usagers vont consommer d'eau. Et nous savons qu'il faudra prochainement créer une taxe GEMAPI qui sera une nouvelle charge, une nouvelle fois la charge des contribuables. Par contre, la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est un impôt local direct dû par tout propriétaire de locaux d'habitation ou professionnels. Le fait de l'augmenter désavantage tous les propriétaires de locaux sans avantager les locataires, mais c'est une recette sûre pour la métropole, contrairement à la redevance assainissement qui est proportionnelle à la consommation d'eau. Par conséquent, ce qui nous est soumis aujourd'hui, contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas, je cite, la neutralité de l'opération pour la grande majorité des contribuables, l'impact sur les revenus faibles sera très modeste et affaiblira un peu plus les petits propriétaires. C'est une manière d'augmenter les impôts locaux de manière tout simplement. Nous avons bien compris qu'il s'agit de faire supporter à la population des objectifs trop ambitieux de la métropole. C'est encore 37 millions d'euros de plus sur le projet Comet, dont une partie pour financer le parking qui sera confié en gestion par un prestataire privé. Parmi les projets ambitieux, il y a le projet Campus Madeleine, de 84 milliards d'euros, dont 17 millions d'euros, dont 17 pour le parking, dont on peut également être certain qu'il sera, lui, concédé au privé. Disons-le franchement, ce projet Madeleine est surtout un projet immobilier d'envergure et très peu un projet universitaire. Or, pour nous, si investissement massif de la métropole en faveur de l'enseignement supérieur il doit y avoir, celui-ci devrait concerner prioritairement l'ouverture d'une première année de médecine à Orléans, première étape nécessaire pour obtenir la transformation du CHRO en CHU. Nous souffrons aujourd'hui d'être la seule métropole en France et la seule capitale régionale à ne pas disposer d'un centre hospitalier universitaire, qui serait certainement plus utile et efficace que de financer une petite soirée pour attirer des professionnels de santé sur notre territoire. Concernant l'aménagement du territoire, dans ce cadre, nous ne pouvons que nous réjouir de la décision sérieuse d'abandon du projet de téléphérique sur l'opération Interrive. Pour le budget transport, le renouvellement de la flotte de bus, ça a été bien précisé, pour des bus électriques, c'est la principale dépense d'investissement. Mais dans le même temps, il est nécessaire d'investir dans l'entretien du parc actuel. Vous avez remarqué, des pannes de plus en plus fréquentes, dues à la vétusté, perturbent régulièrement le service rendu aux usagers. Concernant le point territoire et proximité, si nous nous félicitons d'avoir été enfin entendus sur les besoins d'une 6e végéterie, en limite de Saran et de Fleury-les-Aubrais, ce n'est pas le cas de la proposition qui sont faites pour équilibrer le budget 2021. Afin de redresser et pérenniser l'épargne du budget principal, nous pouvons voir qu'il est proposé de supprimer la collecte des monstres, des encombrants, pour 247 000 euros. Mais enfin, c'est créer les conditions de dépôt sauvage dans nos communes que nous constatons déjà journellement. De plus, ça ne sera pas une économie pour le budget de la métropole, car il faudra bien les retirer, tout ce qui va être disposé sur l'espace public. Il y aura un coût supplémentaire et un impact négatif sur l'environnement. C'est la suppression d'un service public indispensable à la population. Et nous parlions de la misère qui grandit, mais savez-vous que beaucoup de gens n'ont pas de véhicule pour porter les encombrants en déchetterie? Des personnes âgées également ne peuvent pas se déplacer. Cette proposition est inacceptable et nous nous y opposons. Enfin, dans le contexte inédit de la pandémie, nous actons l'aide exceptionnelle au TPE de 1 million d'euros, mais pour la population, nous faisons les propositions suivantes au Conseil de ce soir. Premièrement, pour toutes les populations de nos 22 communes, nous demandons le renouvellement de la gratuité des transports pour toute la durée du confinement, qui va se prolonger, et la suspension des prélèvements des abonnements. Un service de transport à la demande spécifique au personnel hospitalier des EHPAD et le renforcement aux heures où les salariés vont et reviennent du travail pour éviter une trop grande concentration des personnes. Une nouvelle distribution de masques chirurgicaux à la population,
un budget solidaire d'urgence et une coordination réunissant l'ensemble des services sociaux des collectivités, les associations caritatives avec. Et on demande également l'élargissement des conditions d'accès au FUL et surtout que ce fonds soit abondé par d'autres fournisseurs d'électricité parce qu'aujourd'hui, il y a uniquement EDF. Je vous remercie de votre attention.